j'ai été frappée par l'arc électrique et en fait j'ai pris feu automatiquement. C'est 20 000 volts. Hein. Je me suis enflammée et je suis tombée pouf comme une pierre. Moi j'ai grandi sur un voilier, mes parents m'ont eu pendant un voyage, donc j'ai grandi, j'étais petite sur un voilier, ma mère m'a appris à lire, à écrire, à faire l'école, tout ça. Et puis on est rentré en France et puis après j'ai eu un choc un peu dans ma vie et du coup j'ai commencé à partir un petit peu à fumer des pétards. Au début c'était juste fumer des joints, après ça a été commencé à aller en soirée. Et puis finalement, j'ai commencé à aller en soirée, en free party, en teuf, tout ça. J'ai commencé à prendre des drogues, machin. Et puis finalement, je me suis vraiment mis dans cette vie-là. Donc j'ai vécu en squat, j'ai vécu à la rue, j'ai vécu en camion. J'ai commencé à me droguer vraiment de manière journalière. Et avant l'accident, du coup, ça faisait 5 ans que j'étais alcoolique, vraiment. Et ça faisait 5 ans que je me droguais très très fréquemment. Et du coup, j'ai eu un accident le 14 octobre 2018. J'avais commencé à faire les Beaux-Arts de Rennes. Parce que malgré que j'ai cette vie-là, je m'étais toujours quand même accrochée un petit peu à essayer de faire quelque chose dans ma vie. Et du coup, j'ai réussi à avoir le concours. Donc, je suis rentrée en classe prépa d'art. Et puis, de la classe préparatoire, ça m'a plu. Et puis, je suis rentrée aux Beaux-Arts. Et là, je venais d'arriver aux Beaux-Arts de Rennes. Et en fait, à Rennes, voilà, pareil, j'avais continué à picoler, à rencontrer de la zone, tout ça. Et puis, la veille de mon accident, j'avais passé la soirée dans un squat. Et le lendemain, c'était le 14 octobre 2018, on était un dimanche, donc j'étais pas complètement défoncée, j'étais pas sous, c'était un dimanche, il était 15h, ça faisait pas très longtemps que je m'étais réveillée. Je suis montée sur un wagon de train pour prendre une photo par rapport à un sujet qui pouvait répondre à un truc que j'avais à l'école aux Beaux-Arts. Je suis montée sur ce wagon mais sans du tout avoir conscience du danger parce que moi c'est ce que je dis souvent mais je me rappelle de James Bond quand j'étais petite qui court sur les wagons de train et qui va chercher les méchants comme ça. Mais c'est des trains à vapeur en tout cas c'est des films et donc moi je mesurais pas du tout le danger. Et alors je suis montée et voilà les derniers souvenirs c'est mes mains qui montent les barreaux de l'échelle. Et puis là j'ai été frappée par un arc électrique de 20 000 volts. Je me suis enflammée et je suis tombée pouf comme une pierre. Je sais pas si j'ai eu le temps de me dresser sur le wagon ou pas, de me mettre debout, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai été frappée par l'arc électrique et en fait, j'ai pris feu automatiquement. Ça, c'est tellement c'est 20 000 volts. Hein. Et voilà, du coup, j'ai pris feu comme ça et j'ai été éjectée du wagon. Et en fait, je suis tombée en flammes et heureusement, le mec qui était avec moi, mon pote de rue, il a réussi, je sais pas trop comment, il a sans doute mis un vêtement, mais il a réussi à éteindre les flammes sur moi. Il m'a mis en PLS apparemment, mais d'après le rapport des pompiers, j'étais assise quand ils sont venus me chercher. Et donc heureusement j'étais avec quelqu'un, j'étais avec un pote de rue qui en a profité pour me voler toute ma thune suite à ça, vu que je suis partie avec les pompiers, il a pris mon sac et mes portefeuilles, mes cartes bleues. Je le dis parce que l'espèce humaine me fait mal dans ce genre de situation. Mais bon, il m'a sauvé la vie, il a appelé les pompiers sont arrivés. Je répondais à 15 sur 15 sur l'échelle de Glasgow, c'est-à-dire madame, on est en quelle année, madame, vous appelez comment, madame, si, madame. Je répondais parfaitement, j'étais consciente. Mais pourtant, moi, mon cerveau, il a complètement fait un blackout. Je me rappelle pas du tout ni de l'accident, ni de ça, des pompiers qui arrivent, je m'en souviens pas. Ils m'ont intubé, ventilé et sédaté sur place, c'est-à-dire qu'ils m'ont plongé tout de suite dans le coma et ils m'ont héliporté jusqu'à Nantes. Alors j'ai fait un tour d'hélico mais je me rappelle pas. Et donc ils m'ont amené à l'hôpital de Nantes et là branle-bas de combat, on m'a pris en charge. Donc il y a eu déjà une grosse opération de nettoyage des plaies et des chairs et ensuite on m'a mis tout de suite en protocole de réhydratation parce que le corps est complètement sec et déshydraté. Et en plus, les brûlures suintent, donc on perd de l'exudat, ça s'appelle, les brûlures suintent beaucoup, et on perd beaucoup d'eau, mais on n'en rentre pas beaucoup. Donc on te met en protocole de réhydratation et on t'enduit le corps de flamazine, donc la flamazine c'est un corps gras en fait pour mettre sur les brûlures. J'ai eu un hématome intracrânien de 9 mm, alors 9 mm c'est une toute petite tête d'épingle, mais en fait c'est très gros dans le cerveau. J'ai eu les vertèbres C5, C6 de fracturées, heureusement ça n'a pas pincé la moelle épinière, ni touché la moelle épinière, donc je ne suis pas tétraplégique aujourd'hui, c'est une grande chance. Donc je suis restée 3 semaines dans le coma. J'ai fait 2 mois de réanimation en tout, et dont 3 semaines de coma. Donc ça a été très dur pour ma famille, évidemment. Toute l'équipe, le chirurgien, le médecin en chef, toute l'équipe de la réa sont venus, les ont fait s'asseoir dans une pièce et leur ont dit que voilà, ça allait être très 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 dur de rentrer dans la chambre. Que on savait pas si j'avais une activité neuronale. Quand ils sont rentrés dans la chambre, c'est vrai que ça a été
le gros choc parce que j'étais recouverte entièrement de bandes. Tout mon visage était bandé. J'avais des tuyaux qui sortaient du cerveau pour essayer de mesurer la grosseur de l'hématome. J'avais des caténaires de partout. En fait, c'est simple. Tout mon visage était bandé. J'avais 2 fentes au niveau des yeux, une fente pour le nez parce que j'avais une sonde nasogastrique pour m'alimenter. Et sinon, tout le reste était recouvert. J'avais juste la main gauche qui n'était pas recouverte et le tibia droit qui n'était pas recouvert. Sinon, j'étais une momie. Voilà, donc gros choc. Et ils leur ont dit, voilà, écoutez, on lance pas encore les opérations de greffe de peau et différentes opérations qui pourraient s'en suivre parce que le pronostic vital est engagé pendant 3 jours et que là, on est désolé, mais on ne peut strictement rien faire. C'est à elle de se battre si elle veut rester en vie parce que nous, on ne peut pas intervenir. Si elle lâche, elle lâche. Si elle ne lâche pas, elle ne lâche pas. Et alors, petite anecdote, c'est que dans mon coma, plusieurs fois, je me vois me dire allez, laisse tomber quoi, endors. Enfin, je sais pas, c'est étrange de dire, mais laisse-toi aller. Et en fait, maintenant, je réalise que si je l'avais fait, je serais partie quoi. Mais plusieurs fois, je me rappelle me dire souffle quoi, c'est bon. Et je sais pas ce qui me faisait tenir parce que moi, je voulais me laisser aller, mais il y avait un truc là, il y avait quelque chose qui, enfin, ouais, c'était. Je me suis battue, voilà, je me suis battue, je sais pas la petite voix qui a été, mais je pense vraiment que la famille y a fait pour beaucoup. Je les entendais pas, mais je pense que je devais sentir, ils me caressaient les mains. Mon papa, il voulait pas croire que j'avais pas d'activité neuronale. C'était pas possible pour lui. Ils se préparaient tous à ce que je meure, hein. Je le sais qu'ils se préparaient à ce que je meure, et c'est très dur en tant que parent, en tant que sœur, en tant que famille. Mais ils voulaient pas y croire, et du coup, ils me lisaient des histoires, enfin, toute ma famille, ma sœur, ma mère, Moi, comme je me droguais beaucoup avant l'accident, au début, ils n'arrivaient pas à m'endormir. Donc, ils ont été voir mon papa, ils ont dit, bon, écoutez, on peut pas l'endormir. Est-ce qu'elle a un passif avec la drogue? Donc, évidemment, mon papa a été se renseigner un petit peu. Il connaissait très bien mon passif avec ça, hein. Mais il a été se renseigner quand même un petit peu auprès de copains dans les Beaux-Arts de Rennes qui lui ont dit que effectivement, je m'étais remis les pieds dans le plat, genre consommais quasiment tous les jours. Donc, évidemment, j'avais du mal à m'endormir. Et donc, à partir du moment où ils ont eu l'information que oui, j'étais consommatrice, ils ont pu augmenter les doses. On savait pas comment j'allais me réveiller, on savait pas encore les conséquences de cet hématome, on savait pas si ça avait atteint ou non le cerveau. On leur a dit ça, on leur a dit que j'allais probablement être défigurée parce que j'ai eu tout mon visage qui a été brûlé, j'ai beaucoup de chance, il a été brûlé qu'au 2e degré, ce qui fait qu'il a été entièrement reconstruit, enfin, la peau s'est tout à fait refaite. Contrairement à là ou sur mes épaules, là ça c'est du 3e degré. Donc voilà, peut-être défiguré à vie. Ma cornée a été entièrement brûlée, donc ils ont mis pendant des semaines des larmes artificielles, de la crème dans les yeux pour que ça se reconstruise. Enfin, et je vois parfaitement, c'était à double tranchant, soit ça se reconstruit, soit ça marche pas. Et j'ai eu de la chance, ça s'est reconstruit. Donc on leur a annoncé ça. Ça c'était un moindre détail, mais ils leur ont dit quand même. J'avais un stérilet au cuivre et le cuivre est extrêmement conducteur. On a pensé que c'était probablement ça qui avait attiré l'arc électrique, ce qui est possible, mais dans tous les cas, quand on est sur un wagon de train, on fait taire, on est sur le wagon de train, on fait taire, et on est à moins de 3 mètres, donc un arc peut tout à fait se créer sans toucher le caténaire. C'est ce que j'ai fait, je n'ai jamais touché le caténaire, donc faut faire attention. Et en fait, avec ce stérilet au cuivre, on a pensé qu'il allait y avoir des lésions vaginales énormes et irréversibles, sachant que j'avais les parties génitales externes, heureusement, extrêmement brûlées, et donc c'était très gonflé, on pouvait pas vraiment voir à l'intérieur ce qui se passait. Donc on leur a dit que probablement je ne pourrais plus avoir de rapport, que probablement je ne pourrais plus même peut-être enfanter, mais ça c'était à moindre coût, quoi, parce que déjà on essayait de sauver ma vie. Pendant que j'étais en coma, ils ont profité pour faire la majorité des opérations, donc j'ai eu beaucoup de greffes de peau parce que je suis brûlée sur 50% du corps au 3e degré. Donc en fait on m'a pris des greffes de peau sur tout le dos, sur la cuisse, sur la tête, on m'avait rasé les cheveux. J'avais perdu 10 kilos, donc bon, on se réveille pas d'un coup d'un coma en fait. C'est vraiment, on est sous médicaments constants. On nous envoie beaucoup de kétamine en fait pour nous endormir. J'avais une machine qui régulait ma respiration, une machine qui régulait mon cœur parce que mon cœur ne marchait pas bien quand je suis arrivée. Donc on m'a mis beaucoup de noradrénaline pour machin, j'avais la tension très très basse. Et en fait le coma ça a été des gros bad trips pour moi, des gros bad trips parce que avec des grandes quantités de kétamine comme ça, on vrille en fait, on vrille beaucoup. Moi j'avais eu l'expérience d'en consommer dans des soirées comme ça, mais vraiment là c'est autre chose. Alors le coma, j'en parle pas très souvent, c'est vrai, j'en parle pas très souvent parce que c'est un souvenir un peu douloureux pour moi dans le sens où
c'est pas traumatique parce que j'arrive à en parler, j'en parle des fois à des amis ou autres, mais c'est quelque chose qui est difficile à dire dans le sens où, par exemple, je parlais du stérilet. Ils ont voulu m'enlever le stérilet parce que c'était un corps étranger, il fallait absolument enlever ce corps étranger au début. Mais tout était très gonflé, bon. Et en fait, moi, par exemple, dans mon coma, je me fais violer quoi, dans mon coma. Et en fait, tout le coma est en rapport avec ce qui se passe dans l'hôpital, dans la réanimation. Donc par exemple, je sais que ma famille, alors on m'a posé beaucoup la question, est-ce que tu entends les gens qui te parlent dans le coma? Moi, je ne me rappelle pas d'entendre des phrases distinctes, hein, pas du tout. Mais en revanche, toute ma famille qui était venue me voir dans le coma tous les jours, parce que j'ai eu la chance d'avoir une famille merveilleuse, ils m'ont pas laissé un seul jour toute seule en réanimation, ce qui est quand même génial. Et je pense vraiment que dans mon coma, personnellement, ça m'a énormément aidé parce que dans mon coma, ils y sont, ils sont tous avec moi. Et en fait, le coma, c'est une dimension parallèle. C'est d'un réalisme cru. Là, on pourrait être dans un coma, quoi. Bon, sauf que là, c'est pas malaisant. Un coma, on n'est pas à son aise. C'est pas agréable d'être dans un coma. Il y en a certains pour qui c'est pas douloureux ou pour qui ils vont pas faire des gros bads comme moi, mais on n'est jamais dans une posture très agréable. Mais c'est d'un réalisme franc, là, c'est très réel, quoi. Ça a duré 3 semaines, voilà. Et en fait, quand ils ont commencé à lever les sédatifs, je me suis pas réveillée d'un coup, en fait. On se réveille petit à petit. Et en fait, moi, mon coma, petit à petit, il a commencé à se transformer avec des aides-soignants. En plus, c'était tout un truc de torture dans mon coma, bon bref. Donc, ça paraissait presque logique qu'il y ait finalement des aides-soignants qui commencent à arriver avec des pompiers, des machins, dans le coma, parce que ça paraissait logique par rapport à l'histoire que j'étais en train de vivre de torture, de viol, de trucs. Le premier souvenir que j'ai réel, c'est ma sœur qui me dit non mais Flo, t'inquiète pas, calme-toi, t'as eu un accident, t'es tombé d'un train, tout va bien, on est là, tout va bien. Et en fait, je les croyais pas parce que eux, ils étaient censés être torturés aussi dans d'autres pièces de l'hôpital. Donc, qu'ils soient en chair et en os devant moi, j'y croyais pas. Et je disais non mais c'est pas vrai. Et donc voilà, j'ai mis à peu près une semaine de transition à revenir vraiment à la réalité. Après, ça a été la réa de manière éveillée, mais bon, après j'étais quand même vachement cachetonnée, donc c'est vrai que c'est une période assez floue. Quand je me suis réveillée, voilà, j'ai été très 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 entourée par ma famille, donc finalement la douleur était là, c'est vrai, mais alors déjà j'avais beaucoup de médicaments, j'avais une pompe à morphine, hein, je pouvais appuyer sur la morphine quand je voulais tellement, parce que c'est très douloureux la brûlure, et j'ai eu beaucoup de chance parce que en fait ma famille, mes proches ont essayé de me faire penser ouais mais t'es une warrior, regarde t'as vaincu la mort, ouais t'es forte, et en fait moi j'en étais presque fière peut-être un petit peu d'avoir réussi à rester en vie avec un si gros truc, c'était tellement énorme ce qui m'arrivait, et en plus avec tous les médicaments je réalisais pas trop l'ampleur des dégâts. Et puis 2-3 semaines avant la sortie de réa, quand elle me défaisait les pansements, les aides-soignantes, les infirmières, je voyais bien que j'étais brûlée, j'étais très brûlée, et surtout que en fait au début les brûlures elles étaient noires, elles étaient carbonisées quoi, enfin, et je voyais bien que j'étais cramée partout, et du coup au bout d'un moment, comme je savais que j'avais été bandée sur tout le visage, je me suis dit waouh, comment est-ce qu'il doit être mon visage quoi. Puis plusieurs fois j'ai demandé à ce qu'on me mette un miroir, mais en fait en service de grand brûlé il y a pas de miroir, tout simplement parce que quelqu'un qui est brûlé au niveau du visage, ça peut être hyper choquant, mais très très choquant pour la personne, et donc on ne met pas de miroir dans les services grand brûlé. Et donc au bout d'un moment ma mère a sorti son téléphone et a pris un selfie de nous deux, et en fait mais j'ai eu un soulagement énorme parce que moi je voyais toutes mes brûlures sur mon corps qui sont vraiment très présentes, hein, vraiment, c'est des brûlures au 3e degré, elles sont très, voilà, elles sont vachement répandues sur tout le corps, 50%, et en fait mon visage, j'avais encore des croûtes à droite à gauche, mais mon visage il allait bien, c'était pas les brûlures que je pouvais voir sur tout le reste de mon corps, donc ça a été un gros soulagement, et ça m'a beaucoup aidé. La rééducation des grands brûlés, c'est très dur, parce que il y a un seul moyen de traiter la brûlure, c'est avec des mobilisations et avec de la compression. C'est-à-dire que, par exemple, là, je sais pas si on voit trop, mais moi je suis vachement brûlée au niveau de l'épaule, comme à plein d'autres endroits. Et là, par exemple, moi, j'ai mis 6 mois pour faire ça. J'ai mis 6 mois pour lever le bras en l'air. Parce que, imaginez, la peau, elle est toute rêche ici. En plus, ça m'avait fait une bride, c'est-à-dire un cordon de peau très très dur, parce que la nature est bien faite, elle renforce ce qui est fragile. Et comme c'était brûlé, pour pas que ça craque, elle m'a fait un cordon de peau. Mais en fait, ici, quand vous avez une brûlure et que vous faites ça, évidemment, ça craque, ça, c'est pas possible. Donc, il fallait posturer, donc faire des postures d'environ 20 minutes. Alors au début, c'était comme ça. Et puis petit à petit, je montais.
je montais, je montais, je montais. Ça, en plus des mobilisations avec les kinés. Et j'arrivais pas, j'appelais ma sœur, mon père, ma mère, je les appelais en pleurs, je leur dis mais plus personne va vouloir de moi, quoi. Je vais plus jamais être en couple avec quelqu'un, je vais pas pouvoir fonder une vie de famille, je pourrais plus jamais reporter une robe. Là, ça fait pas longtemps que j'ose m'habiller comme ça. Mais ouais, je me suis dit, mon monde s'effondre, en fait. Je suis horrible, je suis un monstre, je suis un monstre. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi parce que je me suis dit vraiment, bon, ok, c'est pas beau, certes, ces brûlures, c'est pas beau, mais en tout cas, c'est pas aussi terrible que moi, ce que je me disais, c'est pas aussi moche. J'ai commencé à me crémer, mais en regardant, en touchant mes brûlures, j'ai commencé à essayer de découvrir la matière qu'elles pouvaient apporter parce que du coup, c'est en relief. J'ai commencé à regarder les couleurs parce que les couleurs, elles changent encore de semaine en semaine. Et j'ai commencé vraiment à les appréhender, à me réapproprier mon propre corps. Et j'ai commencé à me pardonner moi-même, en fait, à me dire, ok, c'est pas grave. C'est pas grave, il s'est passé ça. Essaye de prendre ça comme une chance, fais-en une force. Et sers-toi de ces brûlures comme un atout quand elles peuvent servir comme un atout. Ça peut être un avantage. Et après, sinon, dans la vie de tous les jours, elles sont là, point barre. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais encore être belle. C'est ça qui s'est passé. Aujourd'hui, je le vis super bien d'avoir des brûlures parce que maintenant, même si on me regarde dans la rue, je m'en rends même plus compte. Il y a des jours où j'oublie qu'elles sont là, quoi. Elles font partie de moi, je les ai intégralement acceptées. J'ai commencé petit à petit à enlever les manches longues, à enlever l'écharpe, à enlever les pantalons et à pouvoir mettre des t-shirts, des débardeurs, des robes. Ça s'est fait petit à petit comme ça. Si vous êtes parent de quelqu'un qui est dans le coma ou ami ou autre, n'hésitez pas à aller le voir, même si vous avez l'impression que ça sert à rien, même si vous avez l'impression d'être impuissant face à la situation. Vraiment, moi, je pense que moi, ça m'a aidé et je pense que ça peut aider les autres. Pour les personnes qui sont actuellement soit en réanimation, soit en rééducation, j'ai envie de dire ne perdez pas espoir. Alors je sais que c'est une phrase toute bateau, que moi j'aurais rigolé quand on me l'aurait dit parce que je sais à quel point quand on est dedans, on se dit qu'il n'y a pas de fin. Il y a vraiment une fin à tout ça. Alors accrochez-vous, écoutez les médecins, ils savent ce qu'ils font. Et surtout, regardez votre corps, pardonnez-vous. Commencez à toucher vos brûlures, vraiment à essayer d'accepter ce nouveau corps parce que ça va être votre corps jusqu'à la fin de votre vie. Et ce que je dis souvent, c'est que estimez-le presque comme une chance. On a une peau de sculpture, on est sculptural presque. Alors, il faut voir le bon côté des choses à tout, essayer de voir le positif dans tout ça. Moi, j'ai réussi à en tirer le positif, c'est-à-dire que je suis plus alcoolique, je suis plus droguée, je suis plus avec la zone, j'ai repris mes études, je reprends ma vie. Et ça a été finalement un grand mal pour un immense bien. C'est le moment de pouvoir rebondir et de se construire une nouvelle vie et d'avancer et de faire ce qu'on aime, quoi. Je me disais que les accidents, ça arrivait vraiment qu'aux autres. Il y a que la voisine qui peut se faire violer. Il y a que la voisine qui peut avoir un accident comme le mien et être grand brûlé. Il y a que la voisine qui peut se noyer. Il y a que le voisin qui peut avoir un cancer. Mais en fait, non, ça arrive vraiment à tout le monde. Ça, il faut vraiment se le rentrer dans la tête. Essayez de profiter de la vie vraiment, vraiment, vraiment maintenant, comme vous pourriez le faire si c'était votre dernier jour, parce que ça pourrait l'être. Un accident est vite arrivé. Et on ne s'y attend pas, on n'est pas préparé à ça, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut profiter de la vie parce que c'est une chance d'être en vie. Et moi, j'ai failli mourir et vraiment maintenant, je suis trop heureuse d'être en vie, donc profitez-en.